Bonjour Yves Roucaute, Bonjour. vous êtes philosophe, professeur d'université, vous êtes aussi essayiste, vous avez écrit un livre qui s'appelle L'obscurantisme vert ou la véritable histoire de la condition humaine aux éditions du Cerf. Alors de quoi parle votre livre? En fait, mon livre fait le tour un peu des questions qui sont posées aujourd'hui à travers, non pas seulement la question du climat, mais à travers toutes les questions qui sont soulevées aujourd'hui par une armada de démagogues qui essayent de profiter du climat, mais aussi des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes politiques, pour vendre d'une part l'apocalypse et d'autre part, bien entendu, leurs mesures coercitives comme on le voit à Lyon, par exemple, où le maire de la ville de Lyon a décidé d'interdire la demi-finale de la Coupe du Monde de rugby au nom de la lutte contre la pollution des voitures, alors qu'il s'agissait essentiellement d'ailleurs de publicité pour les voitures électriques, comme on le voit lorsque un autre maire interdit des sapins de Noël, un autre le foie gras, un autre prétend gérer notre vie quotidienne, au fond, au nom de la lutte contre le carbone ou les industries carbonées, etc., etc. Donc voilà, par rapport à cette vague immense qui déferle dans le pays, qui conduit 42% des jeunes à voter même NUPS, et à une dépression majeure de la jeunesse, eh bien j'ai voulu faire un livre qui faisait la vérité sur l'histoire de la planète et sur la condition humaine. Je rappelle, avant peut-être de dire exactement le contenu de ce livre, avant d'avancer un peu, que cette vague idéologique qui nous submerge, qui submerge nos villes, et c'est d'abord une vague qui vaut en Occident, puisqu'en Orient, ils ont beaucoup plus de prudence. Et je rappelle aussi que cette vague idéologique conduit non seulement à nous accuser au nom de la société industrielle, au nom de la révolution industrielle qui aurait conduit à une pollution, à des pollutions, à un réchauffement, etc. Mais je rappelle aussi que cette vague idéologique conduit pour la même raison, au nom de la lutte contre le consumérisme, contre le productivisme, contre la course à la croissance, conduit aussi à reprocher aux démocraties libérales le colonialisme, l'esclavagisme, voire l'impérialisme. Toutes choses que donc je combats, en tout cas je combats ces illusions, en mettant tout à nu, en mettant à nu l'ensemble des questions qui sont soulevées par cette vague idéologique. Voilà. Alors dans votre livre, vous revenez plusieurs milliards d'années en arrière, vous expliquez un petit peu quelles ont été les évolutions du climat, qui est quand même aujourd'hui le sujet qui est particulièrement central dans toute la logique des écologistes politiques. Donc est-ce qu'on assiste à un réchauffement climatique comme certains le disent, ou est-ce que c'est un peu plus subtil, un peu plus complexe que ça? Il faut bien comprendre que le climat est le cache-sexe de cette vague idéologique qui veut détruire les fondements de démocratie libérale. Et si on doit parler selon la vérité, on va dire que en fait, ces idéologues se moquent comme d'une guigne véritablement du climat. Moi, précisément, dans ce livre, j'essaye d'affronter la question du climat pour ce qu'elle est. En effet, malheureusement, l'humanité a affaire, depuis 7 millions d'années, depuis les premiers hominines, a affaire à des vrais défis climatiques qui l'ont meurtri, qui l'ont décimé. Alors je voudrais simplement rappeler deux, trois petits faits. D'abord, depuis 4,55 milliards d'années, il a globalement toujours fait plus chaud qu'aujourd'hui, sauf à quelques périodes où il y a eu des glaciations et des refroidissements féroces. Je rappelle que 99,9% du vivant a été exterminé avant l'arrivée des hominines sur cette planète. De 4,5 milliards d'années à 2,5 milliards d'années, il n'a jamais fait moins de 83 degrés Celsius sur cette planète. Depuis 2,5 milliards d'années jusqu'à 541 millions d'années, on a eu des successions de réchauffements monstrueux et de glaciations monstrueuses. Songez qu'il y a eu 3 glaciations monstrueuses, tellement fortes que la Terre était comme une boule de neige, avec l'extermination toutes les premières formes de vivant sur cette planète. Depuis 541 millions d'années, le vivant a proliféré, s'est développé. Néanmoins, l'équilibre fameux de cette planète n'existe pas, il n'a jamais existé. Depuis 541 millions d'années, ce sont à nouveau des réchauffements et des refroidissements absolument monstrueux. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'équilibre géothermique sur cette planète, il n'y en a jamais eu. Donc l'humanité ne trouble pas quelque chose qu'il n'y a jamais eu. A l'inverse, on peut constater que de
541 millions d'années à l'arrivée des hominines il y a 9 millions d'années, eh bien, on a toujours des températures à nouveau supérieures à aujourd'hui, hors glaciation. Je donne plein d'exemples dans le livre où on s'amuse beaucoup avec tout ça, où j'explique pourquoi les dinosaures ont bien fait de ne pas inventer la taxe carbone, puisqu'en effet, les dinosaures vivaient avec une température de 29-30 degrés Celsius, jusqu'à plus de 15 degrés au Groenland, par exemple, sur les pôles, où les dinosaures broutaient de la végétation. Donc je raconte dans les détails pourquoi ils ont eu raison de ne pas inventer la taxe carbone, surtout que ça continue après, comme ça continuait avant eux. Donc on arrive à nos hominines il y a 7 millions d'années. Donc là, les coupables. Alors voilà, les coupables, ils sont coupables du réchauffement, du CO2, etc. Je m'arrête 2 secondes sur le CO2. Depuis 541 millions d'années, le CO2 a toujours été supérieur à aujourd'hui, jusqu'à l'arrivée des hominines. Donc on va voir les hominines maintenant. Mais il a toujours été supérieur. Alors aujourd'hui, globalement, le taux de CO2 est environ de 0,0415%. Alors comme les écologistes aiment bien, les écologistes punitifs, bien sûr, pas les vrais écologistes, comme les écologistes punitifs aiment bien essayer de paniquer les gens, ils disent ça fait 415 ppm. Oui, c'est 415 ppm, c'est-à-dire 0,0415%. Il faut savoir que en dessous de 5000 ppm, même en dessous de 7000 ppm, il n'y a aucun danger pour la santé humaine. Et il faut savoir donc que depuis 541 millions d'années jusqu'à l'arrivée des hominines, la moyenne de ppm, comme on dit, hors glaciation, la moyenne de ppm a toujours été supérieure à 3000 ppm, de 3000, c'est-à-dire au fond de 3000 à 8000 ppm, c'est-à-dire au fond, pour aller vite, de 13 à 17 fois, de 7 à 17 fois ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on arrive à nos hominines. Nos hominines, ils arrivent. D'un seul coup, on a les coupables recherchés par nos petits bonhommes verts. Je les appelle les petits bonhommes verts parce que, bien sûr, c'est une plaisanterie. Dans le livre, souvent, j'utilise cette expression parce qu'en effet, on a l'impression qu'ils viennent d'une planète qui n'existe pas, en tout cas qui n'est pas la nôtre. Donc, ils viennent d'une autre planète. Donc, bon, on va imaginer que c'est des petits bonhommes verts. Parce que depuis 7 millions d'années, les hominines subissent, à leur tour, bien entendu, les variations de la fameuse planète, de la fameuse Gaïa. Pourquoi est-ce que la planète aurait d'ailleurs cessé de faire des variations climatiques sous prétexte qu'il y a des humains ? Il est évident que ça a continué. Je donne quelques exemples comme ça rapidement devant vous. Il y a 5,99 millions d'années, eh bien, la planète a connu à nouveau des chaleurs de 29-30 degrés, comme à l'époque des dinosaures. J'en arrive rapidement à notre genre Homo. Notre genre Homo, il est né il y a 3,2 millions d'années, 2,8 millions d'années. Avant le genre Homo, donc des premiers hominines jusqu'au genre Homo, toutes les populations d'hominines ont été détruites, toutes exterminées, pas seulement par le climat, par d'autres particularités de nos planètes dont les écologistes verts évitent de parler tout le temps, c'est-à-dire aussi les volcans, les tsunamis, les cyclones, les tremblements de terre, et j'en passe, des bienfaits de Gaïa. Donc je reviens à mon genre Homo, donc il naît vers 3,2 millions, 2,8 millions d'années. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, il faut savoir qu'on va s'arrêter à la dernière glaciation qui s'est terminée il y a 12 000 ans. De 2,8 millions d'années à 12 000 ans, vous voyez que c'est encore une énorme période, le genre Homo subit 17 glaciations et autant de réchauffements, donc 4 monstrueuses glaciations. La dernière glaciation s'est terminée il y a 12 000 ans. Avant la dernière glaciation, il fait tellement pas plus chaud qu'aujourd'hui que les hippopotames se baignaient dans la Tamise, ils se baignaient dans le Rhin, ils se baignaient dans la Cam. Autrement dit, il faisait évidemment beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Et les hominides, bien entendu, devaient supporter d'ailleurs ces animaux qui, vous le savez, ne sont pas forcément très sympathiques avec les humains. Passons sur cette dernière glaciation. La dernière glaciation, donc, elle ne s'est pas terminée il y a très longtemps, hein, du point de vue de l'histoire de la Terre. Et il paraît que pour les petits bonhommes verts, c'est très 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 longtemps. La dernière glaciation, il y avait jusqu'à 2000 mètres de glace au-dessus de Toronto, 1500 mètres de glace au-dessus de New York, des centaines de mètres de glace au-dessus de Londres. Concrètement, ces dernières glaciations, bien entendu, a détruit d'ailleurs une ou deux espèces complètes du genre humain. Par exemple, l'homme du Néandertal a été tué par cette dernière glaciation. Donc je reviens à la fin de la dernière glaciation, c'est donc il y a 12 000 ans à peu près. Il y a 12 000 ans à peu près, voilà nos ancêtres qui commencent à descendre, notamment des montagnes d'Anatolie, pour s'installer sur le bord du Tigre et de l'Euphrate. C'est ce qu'on appelle les premières sédentarisations, c'est ce qu'on appelle le néolithique. Alors c'est trop loin sans doute encore pour nos petits bonhommes verts qui prétendent qu'il n'a jamais fait aussi chaud qu'aujourd'hui.
Ah oui, sauf que malheureusement, nos ancêtres, nos arrière-grands-parents, eux, ils ont découvert des chaleurs absolument phénoménales et aussi des refroidissements terribles. On peut simplement, je vais sauter rapidement parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Dans mon livre, il y a vraiment pratiquement, pas année par année, mais période par période. Par exemple, il y a 4000, en moins 4200 ans, pardon, il y a 4200 ans, eh bien, il y a eu un refroidissement, un réchauffement terrible avec liquidation complète de la civilisation d'Akkad, qui était la grande civilisation qui a succédé à Sumer, qui a inventé l'écriture, qui a inventé des dieux d'ailleurs multiples, qui a pensé, compris, qui a essayé de penser la formation de l'univers. Enfin bon, vraiment une très très grande civilisation, rayée de la carte par le réchauffement climatique que nos petits bonhommes verts ne connaissent pas et n'ont jamais vu. Rayée de la carte aussi, la 6e dynastie égyptienne, rayée de la carte Langzhou, la civilisation chinoise de Langzhou, la civilisation indienne de l'Indus. Tout ça rayé de la carte. Ça n'a pas existé, semble-t-il, dans les manuels, ça n'existe pas dans les manuels de nos petits bonhommes verts. Allez, on va aller. Ils me disent oui, mais c'est trop loin. Parce que moi, j'ai eu un dîner il n'y a pas très longtemps avec 2 petits bonhommes verts qui m'expliquaient que oui, mais tout ça, c'est trop loin. Alors j'ai dit, mais oui, mais alors, ce jamais vu, ce réchauffement jamais vu, ce climat, cet équilibre géothermique, il daterait de quand? Elle me dit, ah, mais c'est à partir de l'industrialisation. Je dis, ah bon, à partir de l'industrialisation. Donc on passe par pertes et profits le réchauffement climatique qu'il y a eu à partir de 900 jusqu'à la Renaissance, puisque nous avons en effet un réchauffement tel que les Vikings installent 2 colonies importantes, avec Éric le Rouge, qu'importe, passons les détails, au Groenland, et qu'on cultive les vignes dans le nord de l'Europe. Et bien entendu, comme d'habitude, la planète variant, et la climatisation et l'équilibre étant évidemment une absurdité, eh bien, après cette période-là est arrivée une période de refroidissement. Dans la Renaissance, avec des glaces d'ailleurs qui remontaient assez loin et qui étaient évidemment très difficiles à vivre, d'où d'ailleurs nombre de problèmes en Europe, y compris sociaux évidemment, avec ce refroidissement, mais aussi un enrichissement, parce que comme d'habitude, si le réchauffement conduit à des sécheresses, le refroidissement conduit à des richesses, mais aussi parfois à être trop important. Je dis ça parce que l'humanité, elle doit tout le temps affronter les variations climatiques qui n'ont rien d'exceptionnel. Alors, dans le dîner dont je parle, un peu tétanisés en fait par ces évidences, ces faits. Les petits bonhommes verts ont dit oui, non, mais ce qui compte, c'est depuis simplement la révolution industrielle. Donc ils insistent là-dessus. J'ai dit ok. Donc on insiste là-dessus, la révolution industrielle. C'est vrai qu'il y a un réchauffement au début de la révolution industrielle, c'est exact. Simplement, il se trouve qu'on découvre le charbon, voilà, alors les industries carbonées, elles sont là enfin. Alors ils nous disent oui, ça a monté d'ailleurs de 1,5 degré, ça monte régulièrement. Je dis mais non, ça ne monte pas du tout régulièrement, comme le démontre Emmanuel Leroy-Ladurie, comme le démontrent tous les instituts de climatologie. Durant le début du XIXe siècle, alors que l'explosion de l'industrie est forte, eh bien on a un refroidissement, puisqu'on a une montée des glaciers dans toute l'Europe. Donc c'est le contraire de ce que vous dites. Le réchauffement, il n'existe que depuis 1850 à peu près. Depuis 1850, ça ne veut pas dire qu'il va durer éternellement, parce que les mêmes causes qui ont conduit le refroidissement hier le reproduiront peut-être demain. Il n'y a pas de raison que la planète, d'un seul coup, décide de s'assagir. Et depuis 1850, on doit constater, là encore, des variations climatiques. Mais la moyenne du climat sur le globe, elle est de 15 degrés centigrades. 15 degrés centigrades, ce sont des températures extrêmement, j'ai envie de dire, extrêmement douces pour la planète. Est-ce que ça va durer? Je n'en crois rien. Parce que nous sommes dans une période qu'on appelle l'Holocène. Nous sommes depuis 2,8 millions d'années dans une période où se succèdent des glaciations très très longues, la dernière ayant duré plus de 100 000 ans, avec des périodes de réchauffement de plus en plus courtes. On peut penser que la période de réchauffement actuelle, malheureusement, ne va pas durer très longtemps. Au niveau de l'histoire de la planète, bien sûr. Au niveau de nos vies, peut-être qu'on va être tranquille quelque temps. L'Institut de climatologie de Cambridge dit qu'on devrait avoir un petit âge glaciaire bientôt. Je n'en sais rien. Moi, à la différence des petits bonhommes verts, je n'ai pas de boule de cristal. Ce que je sais, avec certitude, c'est que si l'humanité a survécu, ce n'est pas parce qu'elle a prié la planète et prié guerre, mais c'est parce qu'elle a réussi à faire quelque chose de monstrueux,
elle, de son côté, elle a été créatrice. Elle a créé les moyens pour affronter le froid, le chaud, les intempéries, les attaques animales. Elle a créé ce qu'on appelle justement, et c'est absolument fondamental, elle a créé ce qu'on appelle des maisons. La maison, c'est en grec oikos. Oikos, ça a donné le mot écologie, ça a aussi donné le mot économie. L'écologie, c'est l'oikos, logos, c'est-à-dire l'ordre, la loi de la maison. L'écologie, c'est donc la défense de la maison. Or, la maison, ça n'a jamais été la planète. La maison, c'est pour se protéger de la planète. C'est pour se protéger du froid, du chaud, de tous ces événements dont nous avons parlé. Les populations qui ont réussi à survivre, notamment en Afrique de l'Est, par exemple, au moment des glaciations, de la dernière glaciation, ces populations vivaient dans des maisons. Ils avaient créé des endroits à eux. Et depuis le néolithique, nous nous protégeons comment? Par des maisons. L'oikos, la maison, c'est la solution. Alors l'oikos, c'est pas la maison au sens strict avec simplement des matériaux, mais tout de suite on va comprendre quelque chose. L'oikos, c'est des matériaux que nous arrachons à la nature, des bois, des feuilles, ou que nous allons prendre à la nature. Par exemple, au Paléolithique, il y avait beaucoup de maisons qui étaient construites, par exemple, avec des os d'animaux que les humains tuaient. Et donc, on construisait des maisons comme avec des os de mammouth, par exemple. On construisait ou des os d'éléphants. Bref, on construisait avec des os, on construisait de toutes sortes. On prend à la nature. La nature, elle donne rien. On prend à la nature. Même l'arbre qui tombe, qui est dans l'arbre, si vous ne le ramassez pas, il tombe, il pourrit. Vous êtes obligé d'aller le chercher. Donc, c'est un rapport offensif de l'homme à la nature. Donc, l'économie, c'est quoi? L'économie, c'est l'étude des richesses de la maison. La maison, il faut le prendre au sens réel du bâtiment qui nous protège et au sens un peu plus large de tout l'espace humanisé. Ça veut dire, par exemple, l'espace des cultures que nous faisons, l'espace de l'industrie que nous faisons. Tout ça, c'est la maison de l'homme. Si vous allez en Amazonie demain et que vous ne construisez pas la maison de l'homme, si vous ne vous protégez pas, vous mourrez. Il est impossible de vivre sans dominer la nature. Je termine sur ce point en disant que c'est sans doute pour ça d'ailleurs que la Bible, dans sa grande sagesse, comme d'ailleurs on le voit dans la plupart des grandes spiritualités, elle ne nous dit pas allez prier Gaïa, elle nous dit dominez la nature, assujettissez ce qui s'y trouve. On trouve ça dans la Bible dès le début de la Bible. On trouve ça à 10 reprises dans l'Ancien Testament. Pas une fois, mais 10 fois. Il faut assujettir ce qui s'y trouve, dominer notre espace. Parce que sinon, nous ne survivons pas. Et bien sûr, ça veut dire aussi croître et prospérer, ce que dit aussi d'ailleurs les évangiles. Mais ce que dit l'humanisme de la Renaissance, il ne dit pas autre chose. Il dit développer les sciences, développer les techniques, mettez l'humanité au centre, ce qu'on appelle l'humanisme, au centre de la cité. Pensez à l'humanité. L'humanité d'abord. C'est ce que dit le bon sens aussi. Le bon sens, il ne vous dit pas d'aller prier Gaïa. Le bon sens, il vous dit protégez vous-même, protégez votre famille, protégez vos amis. Et pour ça, eh bien sûr, affrontez le chaud, le froid, affrontez tous les méfaits de la nature. Simplement, oui, peut-être une chose encore à rajouter. Les méfaits de la nature, ce n'est pas simplement le climat. Parce qu'encore une fois, si les petits bonhommes verts, si ces idolâtres de la planète mettent le climat en avant, c'est parce qu'ils craignent que nous allions approfondir notre rapport à la nature. La nature, la planète, c'est aussi des tsunamis monstrueux, comme celui de 2004, qui a fait plus de 200 000 morts. Ce sont tout le temps des éruptions volcaniques qui parfois font des centaines de milliers de morts. Et dans le livre, je les raconte toutes. J'ai tout un chapitre consacré au séisme, qui n'ont pas commencé avec la révolution industrielle. Nous ne sommes pas responsables des tremblements de terre. Je veux dire, comme celui de Langzhou, qui a tué 250 000 Chinois. Nous ne sommes pas responsables des tremblements de terre. Et que vous alliez ou non demain utiliser vos voitures, ça ne changera rien sur cette affaire-là. Il faut bien comprendre que les forces qui sont en jeu naturelles sont absolument monstrueuses, et prétendre pouvoir les arrêter avec des décrets, des règlements, avec des taxes carbone, est tout simplement risible. Oui, les humains ont une responsabilité, bien entendu, et les humains, ils respirent, et ils produisent du CO2, et ils produisent du réchauffement, mais de manière tellement infime. La preuve, c'est que le réchauffement a été supérieur à aujourd'hui, avant l'arrivée des humains. La preuve, c'est que le CO2 que nous produisons est inférieur nettement à tout le CO2 produit par la nature. Et cela depuis
depuis, je dirais, au moins 451 millions d'années. Donc, il faut bien prendre en compte le fait que l'humanité n'est pas avec une nature sympa, avec une douce Gaïa qu'il faudrait cajoler, dans laquelle il faudrait prier. L'humanité, elle a affaire à une nature qui, malheureusement, souvent, est anti-humaine, ou en tout cas, elle n'est pas anti-humaine au sens où elle le déciderait, parce que la Terre, c'est qu'un amas moléculaire. Il n'y a pas d'esprit de la Terre. Il n'y a pas une Terre qui penserait punir les humains. Et précisément, l'humanité, elle doit, elle, essayer de survivre dans un environnement qui est déterminé par quoi ? Et vraiment, excusez-moi, j'ai dit que j'allais en finir tout à l'heure, j'en finis pas, mais là j'en finis maintenant vraiment sur ce premier point. Par quoi est déterminé le climat ? Par quoi sont déterminées les inondations, les cyclones dont on prétend qu'ils n'ont jamais été si forts qu'aujourd'hui ? Et je démontre dans le livre que c'est faux, que c'est totalement faux. Il y a des cyclones 1000 fois plus monstrueux qu'aujourd'hui, qui ont détruit d'ailleurs des centaines de milliers d'humains, mais aussi bien des vivants, d'autres types de vivants. Par quoi est-ce que tous ces phénomènes sont déterminés ? Ils sont déterminés par notre environnement, notre véritable environnement. La planète n'est pas un écosystème. Nous ne sommes pas un élément de la planète. La planète, elle est un élément, elle, de l'écosystème de l'écosystème solaire. Ce qui détermine le climat, ce qui détermine les inondations et les tsunamis, etc., c'est pas le sèche-cheveux. C'est d'abord et avant tout le Soleil, avec ses éruptions, avec ses vents monstrueux. C'est la Lune, c'est le noyau de la Terre, c'est le manteau de la Terre, qui vont avoir des effets notamment sur les variations de la croûte terrestre, par exemple sur le jeu des plaques tectoniques. Et tout ça a des effets sur l'axe de rotation de la Terre et son angle de rotation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, globalement, étudier le climat, c'est le véritable environnement. Y compris d'ailleurs, le cas échéant, mais ça, évidemment, pour les étudier, c'est beaucoup plus difficile, les météorites. On parlait des dinosaures tout à l'heure. Les dinosaures n'ont pas été seulement victimes des météorites, ils ont été victimes visiblement du réchauffement et aussi des météorites. Tout ça étant conjugué dans la disparition violente, brutale, rapide des dinosaures. Mais tout ça, c'est l'environnement. Donc, la véritable écologie, celle que je défends, celle qui fait de la maison humaine son centre de réflexion, celle qui fait de l'humanité sa cible, elle dit d'étudier le climat, de l'étudier vraiment et d'étudier l'environnement tout entier. Alors, vous parliez de spiritualité tout à l'heure. Est-ce que, en réalité, cette adoration pour Gaïa, comme vous l'avez un peu évoqué, c'est pas une transcendance de substitution pour une époque qui se cherche, qui a un peu perdu ses repères spirituels et transcendantaux ? Oui, je crois que réellement, nous vivons en Occident une crise de spiritualité. Je crois que c'est le fond de l'affaire. Parce qu'on va prendre les choses à l'endroit. Que nous disent les petits bonhommes verts ? Que nous dit cette écologie punitive ? Elle nous dit, on va sauver la planète. Mais attendez, ils sont qui ces gens-là pour croire qu'ils peuvent sauver la planète ? Qu'ils peuvent faire baisser les températures ? Ils sont qui ? Ils veulent sauver la planète ? On a dernièrement, je pense à cette anecdote, on a dernièrement un Français qui est parti dans l'espace, un spationaute, qui est devenu maintenant un militant de la cause écologique, de l'écologie punitive. Il nous explique qu'il faut sauver la planète, que la planète va mourir. Oui, alors si je comprends bien, il s'appelle Thomas, son prénom c'est Thomas. Il a les mêmes caractéristiques que Thomas. Que saint Thomas, c'est-à-dire qu'il croit ce qu'il voit. Alors qu'est-ce qu'il a vu, Thomas Pesquet ? Lui, il a vu, depuis son hublot, il a vu la terre qui brûlait, la terre qu'il fallait sauver. Voilà ce qu'il croit. Saint Thomas, lui, quand il voyait, il ne croyait pas à la résurrection du Christ, parce que dans la tradition chrétienne, on dit qu'il a cru au Christ que quand il l'a vu. Mais quand il a vu le Christ, il a vu dans le Christ son sauveur. C'est ça qui m'amuse beaucoup, parce que saint Thomas, effectivement, il a la foi du charbonnier, comme on dit, il a la foi, voilà. Alors on peut critiquer, c'est pas le problème. Et je dis pas qu'il faut croire en Dieu, je dis simplement, je note, voilà ce que lui, il a vu. Et donc il s'est mis à croire en Dieu et à croire à l'humanité au centre de l'univers. Voilà ce qu'il a cru, saint Thomas.
Notre Thomas Pesquet, lui, c'est Saint Thomas Sauveur. C'est le nouveau Sauveur. Il transforme complètement l'affaire parce que il dit voilà, la planète. Lui, il a vu la planète, donc il a rencontré la planète. La planète qu'il a rencontrée, donc on ne sait pas laquelle c'est. Enfin, il paraît que c'est la nôtre. Et puis lui, il s'est dit qu'il allait la sauver. C'est-à-dire que c'est pas le Christ qui est sauveur, c'est lui qui est sauveur. Et tous les petits bonhommes verts se présentent comme des sauveurs de la planète. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait les suivre parce qu'ils vont sauver la planète. Voilà les nouveaux sauveurs. Mais je crois que profondément, ça signifie qu'en effet, il y a un besoin de croyance. Il y a un besoin pour la jeunesse d'avoir une mission. Il y a besoin de leur donner de l'espérance. Alors ces petits bonhommes, ils en profitent pour diffuser un animisme d'un archaïsme fou, parce que c'est le plus pauvre des animismes qu'on peut imaginer. C'est la pensée spirituelle zéro. Si on reprend l'animisme, c'est-à-dire la croyance qu'il y a des esprits de la forêt ou des esprits de la planète, qu'il y a Gaïa, qu'il y a une planète à sauver, etc., que la planète est un être. Si on reprend l'animisme, qu'est-ce que c'était au néolithique ? Et probablement au paléolithique, si on en juge par les études que moi j'ai faites d'ailleurs personnellement aussi, de certaines populations nomades encore, qui sont pas encore sédentarisées. Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils croyaient les animistes ? Ils pensaient qu'il y avait des esprits partout. Mais les esprits n'étaient pas tous bons. Ils ne pensaient pas qu'il y avait une Gaïa bonne avec un équilibre thermique. Jamais ils ont cru ça. Nos ancêtres étaient beaucoup plus sages que ça. Ils pensaient qu'il y avait des mauvais esprits et des bons esprits. Ils voyaient bien qu'il y avait des inondations, ils voyaient bien qu'il y avait des volcans, ils voyaient bien qu'il y avait des séismes, ils voyaient bien qu'il y avait des maladies. Ils pensaient donc qu'il y avait des mauvais esprits. La nature n'était pas bonne pour eux. Elle n'était pas naturellement bonne. Elle était aussi mauvaise, elle était aussi méchante. Alors, ils imaginaient encore une fois des esprits. Moi, je pense qu'elle est ni bonne ni méchante, la nature. Elle est neutre. Elle n'a rien à faire de savoir qui est sur la Terre, qui est ailleurs. Mais eux, ils pensaient que la nature, c'était des esprits. Donc, ils étaient un peu proches, semble-t-il, de nos esprits verts, de nos vers. Sauf qu'ils ne croyaient pas à la bonté de la nature. Ils savaient que la nature, c'est des défis à affronter tous les jours. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, eux ? D'abord, ils se protégeaient. Les premiers médicaments, d'ailleurs, qui ont été inventés par les populations nomades, à partir de plantes, etc. Ils chassaient pour se nourrir. Il fallait bien qu'ils se nourrissent, donc ils allaient à la chasse, ils allaient cueillir, ils bouffaient des charognes, il fallait bien qu'ils survivent. Mais ils faisaient aussi des sacrifices aux dieux. Ils essayaient de courtiser les dieux. Ils essayaient par exemple de courtiser les esprits méchants ou mauvais, ou qu'ils croyaient mauvais, qui faisaient les inondations, qui faisaient les tempêtes, qui faisaient les cyclones, tout ça. Donc ils faisaient même des offrandes d'humains souvent, ils faisaient des sacrifices humains. Donc, c'était ça l'animisme ancien. J'ai envie de dire, il est plus intelligent quand même que cet animisme pensé zéro de nos écologistes verts. Parce que nos écologistes verts, ils partent du principe qu'il faut sauver la planète. Jamais un animiste du paléolithique n'aurait pensé, nos ancêtres nomades, qu'il fallait sauver la planète. Ils pensaient à sauver eux-mêmes, le cas échéant, sauver leur peau. Tandis que là, il faut sauver la planète. Jamais les animistes du néolithique pensaient qu'ils avaient la puissance de sauver la planète. Jamais ils auraient imaginé qu'ils pouvaient être des sauveurs. Ils imaginaient qu'il fallait sauver. Cela pour dire que nos animistes verts, qui sont rouges-verts en réalité, ont en réalité un seul objectif, c'est détruire les fondements de nos cités. Parce qu'en fait, je ne sais même pas si eux-mêmes peuvent croire à de telles niaiseries. La vérité, c'est qu'ils essayent de profiter du climat, des pollutions, des problèmes qu'on a, dû à l'industrialisation, des problèmes parfois réels, comme les pollutions. Il y a des vrais problèmes de pollution sur ce globe. Eh bien, ils essayent d'en profiter pour casser, détruire la croyance nécessaire en la croissance, au productivisme, au consumérisme. Alors oui, il y a un manque terrible. Je crois que ce manque, parce que c'est quand même assez concordant pour qu'on puisse penser que c'est lié, je crois que ce manque est lié notamment à la chute du mur de Berlin. Après la chute du mur de Berlin, le communisme s'est effondré, même s'il reste encore des gens qui continuent à croire à ces billevesées. On a compris, regardez la Chine a abandonné tous ses fondements marxistes et elle est devenue productiviste, consumériste, et il faut le dire, tyrannique aussi. Voilà. Parce que le Parti communiste chinois ne veut pas abandonner son pouvoir, donc il est devenu tyrannique. Mais bon, on joue la consommation, on joue le productivisme, etc. On a abandonné ça. Il y a une sorte de vide, de creux, de vide spirituel qui s'est créé après la chute du mur de Berlin. En fait, de l'autre côté, donc d'un côté, il y a l'effondrement de ces idéologies qui ont donné de l'espoir, notamment à la jeunesse. Il ne faut jamais oublier que la jeunesse, une grande partie de la jeunesse était convaincue par cette idéologie-là, sous différentes formes. Socialiste, communiste, néo-communiste, qu'importe, sous différentes formes. Mais
quelque part, le temps des cerises, ça lui disait quelque chose. D'ailleurs, il y avait beaucoup de générosité dans cette jeunesse. Le problème, c'est que non seulement cette idéologie s'est effondrée, mais de l'autre côté, le camp du progrès, que j'appelle ainsi du vrai progrès, celui des sciences, des technologies, de la puissance des nations libérales, des nations démocratiques, eh bien ce camp-là a baissé sa carte. Il a baissé sa garde. Et je pense qu'il a dû croire que la guerre, qu'il avait gagné la guerre, et qu'il était plus nécessaire de la mener, de mener la campagne, notamment auprès des jeunes. Au fond, ils ont dû croire que, regardez, la croissance, ça marche. Regardez, on vit de mieux en mieux. Alors ils ont dû croire que ça suffisait. Mais l'humain ne vit pas que de pain et d'eau. Il a besoin aussi d'alimentation spirituelle. Et mon livre, justement, et c'est d'où la dernière partie de ce livre, c'est écrit aussi pour redonner de la spiritualité au monde, pour redonner à la jeunesse le goût de l'optimisme, le goût de l'effort, le goût de la créativité. Tout mon livre, au fond, il pourrait se résumer à une phrase. C'est que contre la dépression, contre cette apocalypse qu'on nous vend, j'affirme et je démontre que l'humanité est une espèce admirable, formidable. Non seulement nos ancêtres sont formidables et admirables, mais nous le sommes, et demain nous le serons encore, parce que l'humanité, sa nature, et c'est ce qui lui a permis de survivre, c'est une nature créatrice. Moi j'appelle l'humanité Homo creator, et non pas Homo sapiens, parce que sapiens, ça vient de sapienza, qui veut dire la sagesse, la raison, tout ce qu'on veut, mais les animaux aussi sont intelligents. Ceux qui pourchassaient les humains, par exemple les tigres à dents de sabre, ils étaient intelligents. Ils savent pister leur proie. Ils savent réfléchir. On n'a qu'à voir nos animaux domestiques. On voit bien qu'ils sont intelligents. Qu'est-ce qui sépare l'homme de tous les autres vivants? Ce qui fait la preuve qu'il n'est pas un sous-système de la nature, qu'il n'est pas un élément d'une chaîne de biodiversité. Il est en rupture avec les autres. Qu'est-ce qu'il prouve? C'est cette créativité. C'est la seule espèce de vivant. Et c'est pour ça que nous avons survécu. Et c'est pourquoi nous survivrons demain. C'est la seule espèce du vivant qui est capable d'abord de créer en transformant son environnement. C'est la première chose à dire. Nous transformons notre environnement. Le castor, il peut faire 2-3 trucs, mais il ne transforme pas son environnement. Il ne crée pas des villes, il ne crée pas des... Non. Le castor, il va faire 2-3 bouts de bois, il va s'amuser avec ses trucs, et puis voilà, il va créer, un autre animal va créer un terrier, le singe peut prendre de temps en temps un bout de bois pour aller chercher un fruit, et puis il va le laisser. Non, les humains, ils ont une particularité, ils créent des outils, ce qui faisait d'ailleurs dire à un de mes maîtres, Bergson, que nous sommes des créateurs d'outils, mais il sous-estime l'incroyable créativité humaine, même si j'adore Bergson. L'humain ne crée pas que des outils. L'humain crée des outils d'outils, mais aussi l'humain, il va créer des environnements, y compris avec ses mains, y compris avec l'intelligence artificielle, etc. Il va créer des espaces humanisés, de plus en plus humanisés. Non seulement sur Terre, mais dans l'espace, d'où les fameuses stations spatiales. Et ça va continuer. Parce que justement, nous ne sommes pas un élément de la nature. La deuxième créativité qui est absolument formidable, c'est la créativité par rapport à soi-même. L'humain, il est capable de changer son propre corps, parfois pour le pire. Mais n'empêche que cette créativité, elle est là. Et parfois, on va parler, si vous voulez, de la destruction, mais cette créativité, elle est là. Elle est énorme. Elle conduit à pister les maladies génétiques, à essayer de produire des vaccins, etc., etc. Une créativité formidable, et qui en est à ses débuts seulement. Aucun animal n'est capable d'aller changer, d'aller traquer ces maladies génétiques. Aucun animal n'est capable de créer des vaccins, de créer des biotech, des nanotech pour aller pister, par exemple avec les nanorobots, ce que je raconte dans le livre, des nanorobots, par exemple, aller pister les cellules cancéreuses et les détruire. Aucun, ou transporter des médicaments dans ces cellules pour les guérir. Aucun animal n'est capable de faire ça. La troisième type de créativité, la dernière, moi j'appelle ça les 3 créativités humaines de l'Homo creator, c'est la créativité des humains les uns avec les autres. Et ça, c'est fondamental. C'est pour ça
que nous sommes la seule espèce de vivant à créer des civilisations. Nous créons des civilisations et nous améliorons les civilisations. Et c'est vraiment aussi fondamental. Alors bien sûr, on va me dire, cet humain est homo creator, mais parfois sa créativité conduit à des destructions. Oui, mais justement, c'est ça que je voudrais dire à la jeunesse. C'est l'objectif que nous devons nous fixer de défendre la créativité humaine, la libre créativité humaine, de libérer la créativité. Vous avez devant vous une mission formidable. Parce que les gens qui utilisent la créativité, par exemple, pour détruire les humains, vous voyez bien que c'est tout à fait simple à comprendre. Ils détruisent la créativité. Les nazis qui détruisent par la Shoah des Juifs, ils détruisent la créativité des Juifs. Donc ce n'est pas de la créativité, c'est de la destruction. C'est le contraire. Quand vous êtes du côté de la créativité, vous êtes en pleine positivité. Dès que ça va dans la destruction, vous allez contre la nature humaine. Et moi je dis à l'humanité, et à la jeunesse plus particulièrement, l'avenir qui s'ouvre devant nous est formidable, à condition de prendre à bras-le-corps cette mission de libérer la créativité humaine, libérer la créativité des enfants par exemple, qui est souvent brisée, cassée par des modes d'éducation qui empêchent de s'exprimer. Reprenez les gamins sur les plages, je prends souvent cet exemple, mais parce que c'est un exemple que je trouve vraiment formidable. Vous avez des enfants sur les plages, alors ils vont construire leur château de plage, ils vont essayer de jouer avec le sable, ils vont essayer de faire quelque chose, donnez-leur un stylo, ils vont essayer de faire des dessins. Alors vous allez dire c'est pas génial, c'est pas le problème c'est que c'est la créativité qui est à l'œuvre, à nous de la propulser et de l'orienter. Quand même, un dernier mot. Ce que je voudrais aussi dire à cette jeunesse, c'est que non seulement la créativité doit être libérée, mais qu'ainsi faisant, on va vers un monde de croissance formidable. Formidable. Il faut absolument opposer à ces défaitistes, à ces pessimistes, la joie de la créativité et ses conséquences joyeuses. Songez que l'âge de vie au début du néolithique dont nous avons parlé, il était en dessous de 21 ans. Il y a donc 12 000 ans. Songez qu'avant la révolution industrielle, qui est tellement détestée par ces petits bonhommes verts, elle était entre 22 et 25 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie, elle a tellement monté que dans les pays développés, elle est entre 79 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Quel progrès extraordinaire! Elle est de 60 ans environ, où ça? Dans l'Afrique subsaharienne, là où justement il n'y a pas assez de croissance et de production. Ils en rêvent de notre modèle que détestent les petits bonhommes verts. Ils en rêvent de nos démocraties libérales fondées sur la croissance, sur la production. Mais ils ne l'ont pas. En Centrafrique, l'âge moyen de vie aujourd'hui est environ de 52 ans. C'est-à-dire 30 ans de moins pratiquement qu'en Occident. Alors oui, il faut les aider, il faut les éclairer en leur montrant le bel avenir de l'humanité grâce à la croissance. Avant, puisque les petits bonhommes verts toujours regardent les 10 dernières années, les 20 dernières années pour démontrer leur thèse absurde. En 1981, lorsque on commence à faire des études sur le niveau de vie mondial sérieuses, on a à peu près 45% des gens qui vivent avec moins de 1,9 $ par jour. Aujourd'hui, il y en a moins de 9%. C'est absolument monstrueux comme progrès. C'est formidable. Nous avons une mortalité qui baisse constamment. Nous avons une richesse qui monte constamment. Les pays les plus pauvres, moi je me souviens d'être allé quand j'étais étudiant en Chine, en Inde. En Inde, par exemple, à Delhi, quand je partais le matin, eh bien, il y avait des camions qui ramassaient les corps des morts de la nuit dans des bennes. Ils les mettaient dans les bennes et les ramassaient. En Chine, tout le monde connaît l'épouvantable sort de la Chine depuis des siècles. C'est terminé, ça. Bien entendu, il y a encore une sous-alimentation. Mais en 1981-82, pour en rester à ces dates-là, eh bien, la sous-alimentation répondait à peu près à 35-36% de la population du globe.
Aujourd'hui, c'est 8% environ. Quel progrès formidable! Les petits bonhommes verts, en réalité, ne sont pas seulement orgueilleux au point de croire qu'ils peuvent changer le climat, mais ils sont aussi méprisants par rapport à cette population qui souffre et qui a besoin de ce modèle occidental que dénoncent nos petits bonhommes verts. Pour terminer, je dirais qu'il faut dire à la jeunesse, ce modèle occidental n'est pas occidental. C'est pour ça qu'il est adapté à la Chine, au Japon, à la Corée du Sud, au Vietnam, aujourd'hui, qui s'est lancé aussi dans cette entreprise, à juste raison. C'est un modèle universel. C'est un modèle qui parie sur la croissance et la productivité. C'est un modèle qui libère de plus en plus les énergies. D'ailleurs, si la démocratie existait en Chine, la Chine aujourd'hui, elle serait encore plus loin qu'elle l'est aujourd'hui, encore plus en avant. La liberté, la libération des énergies, c'est quelque chose d'enthousiasmant pour lequel il faut se battre. La préservation de nos démocraties libérales et de leur modèle, c'est quelque chose d'enthousiasmant pour lequel il faut se battre. Il y a des problèmes parce que l'humanité n'est pas parfaite. À la différence des petits bonhommes verts qui se prennent pour des sauveurs de la Terre, moi je sais qu'il n'y a pas de sauveur de la Terre. Et je sais aussi qu'il n'y a pas de sauveur de l'humanité. Je sais que les maîtres de vérité sont tous des falsificateurs. À l'inverse, je sais que l'humanité, elle tâtonne, elle piétine, elle se trompe. Alors, oui, ouvrons encore plus face aux pollutions, face aux problèmes que posent, y compris nos propres avancées, ouvrons encore plus la voie des sciences, des technologies et de la liberté créatrice. En fait, ce qui est enthousiasmant, c'est de se battre pour la liberté. Et ce qui est déprimant, c'est de voir tous ces jeunes qui sont tristes ou qui pensent, à travers des idolâtries, un animisme hors saison, qui pensent que la planète va brûler et qu'il est de leur devoir de la sauver. C'est-à-dire toutes ces impasses dans lesquelles le mènent ces gens de la NUPS, tous ces démagogues qui prolifèrent en Occident. La liberté, ça mérite la peine d'être défendue et cela mérite que l'on se batte pour elle. L'une des grandes préoccupations aussi de l'actualité, c'est la crise énergétique. Donc avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine et toutes les difficultés d'approvisionnement qu'il va y avoir, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous analysez la situation? Moi, je trouve que c'est un bon sujet parce que on voit à quel point les écologistes verts, donc les faux écologistes, sont des pyromanes qui crient au feu. Parce qu'en vérité, pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes aujourd'hui énergétiques? Pourquoi est-ce qu'on dépend autant en Europe de la Russie? C'est pas d'ailleurs le problème si on regarde bien, on verra que les États-Unis n'ont pas ce problème-là. Mais parce qu'en Europe, on a cette armada de démagogues qui a cassé, notamment l'industrie allemande, qui a cassé l'industrie autrichienne. N'oubliez pas une chose, c'est que ces gens-là, ils ont conduit l'Allemagne à abandonner son projet nucléaire. Ils ont conduit l'Allemagne à abandonner le charbon. Le charbon, c'est pas forcément une bonne chose, mais en attendant de pouvoir le remplacer, le cas échéant, par autre chose, quand je dis que c'est pas une bonne chose, si vous voulez, on en reverra 2 secondes avant. D'abord, ça nous a sauvé le charbon. Il ne faut jamais oublier que sans le charbon, aujourd'hui, on ne serait pas là, probablement. Le charbon nous a sauvés de quantité de problèmes climatiques, justement, très durs. Mais au lieu donc de laisser se développer le charbon, au lieu de se développer le nucléaire, ils l'ont combattu. Résultat de l'affaire, ces pays sont complètement dépendants. Les États-Unis n'ont pas ce problème-là, parce que les États-Unis, non seulement ils ont développé leur nucléaire, mais ils ont même développé le schiste, les énergies issues du schiste, les gaz de schiste. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont joué à fond la caisse, le productivisme et le développement des énergies, pour obtenir la souveraineté énergétique. La souveraineté énergétique, ce n'est pas une mince affaire pour les démocraties. Les démocraties libérales qui ne jouent pas la souveraineté énergétique sont dépendantes par définition. Et si elles sont dépendantes, elles ne sont pas libres. Et c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui. On voit aujourd'hui toutes les difficultés de l'Allemagne, et pas seulement de l'Allemagne, de l'Autriche, de tous ces pays-là qui dépendent de l'extérieur. Je me permets de dire, d'autre part, qu'on doit à une méconnaissance complète de ce qu'est l'énergie, cette crise. Parce que l'énergie, contrairement à ce que prétendent nos petits bonhommes verts, est infinie sur le globe. Elle est infinie. C'est pas seulement l'hydrogène qui est de façon infinie, ou en tout cas illimitée aujourd'hui. C'est toute l'énergie. Il faut comprendre que nous sommes entourés
d'atomes, que nous sommes nous-mêmes des atomes. Les atomes, c'est quoi les atomes? Ils sont composés de quarks et de leptons, ils sont composés d'énergie. C'est pour ça dire que les nanotechnologies, par exemple, vont créer des vêtements qui prennent l'énergie du corps. Nous sommes des êtres, nous-mêmes, nous sommes des êtres d'énergie, l'énergie créatrice, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Nous sommes des êtres d'énergie. L'énergie nucléaire, par exemple, qui est justement une des énergies qui est issue de ces molécules. Elle est non polluante d'abord, et puis deuxième chose, elle a une particularité, c'est qu'elle vaut beaucoup plus que toutes ces éoliennes dont on nous parle. Songez qu'un réacteur de 1350 mégawatts environ vaut 10 000 éoliennes. Un réacteur. Songez que les éoliennes, elles, de leur côté, coûtent énormément d'argent. Elles polluent, d'ailleurs, c'est absolument incroyable. Ces petits bonhommes verts qui ne cessent de nous pourchasser au nom des industries carbonées, ils se vantent d'essayer de mettre partout des éoliennes, y compris dans la mer, alors qu'une éolienne, c'est environ 300 tonnes de béton, et qu'une tonne de béton, c'est plus de 300 kilos de CO2. On se moque du monde. La vérité, c'est que ce qu'ils ne veulent pas, ce qu'ils détestent, c'est le progrès scientifique, technologique, l'avancée de nos sociétés. Songez que les éoliennes, on ne peut jamais les enlever complètement du sol. D'abord, il y en a 30 000 qui pourrissent, qui rouillent aux États-Unis, parce que ça coûte trop cher pour les enlever. Et quand on les enlève, de toute façon, on laisse le béton dans le sol, qui, à ma connaissance, n'est pas un engrais, en tout cas pas un engrais très, très formidable. Sans parler du fait que le recyclage de l'ensemble des produits, notamment les pales, etc., conduit, là encore, à nouveau à des déchets et à des frais pour essayer de les réduire. Un mot quand même sur le charbon en tant que tel. Oui, le charbon, pour l'instant, est une bonne solution. D'ailleurs, l'Allemagne est obligée de relancer ses mines de charbon pour une simple raison, c'est qu'elle ne peut pas autrement survivre. Le charbon en tant que tel produit du CO2. Mais là encore, on doit à l'ignorance le fait de ne pas savoir que grâce notamment aux biotechnologies, oui, aux nanotechnologies, on est en train d'utiliser le CO2 pour produire de l'énergie, là encore de l'énergie. Le CO2 lui-même est une source d'énergie. Par exemple, on utilise en biotechnologie ce qu'on appelle des micro-organismes, des bactéries si vous voulez, un peu sur le mode des algues bleues dans les océans, pour prendre le CO2, le transformer en oxygène et en énergie. Les nanotechnologies, par exemple, vont utiliser par exemple des oxydes de cuivre pour prendre le CO2, le transformer en oxygène, par exemple, et en méthane, comme on le fait, par exemple, en Californie ou en Floride. Voilà, dans le livre, je donne plein d'exemples très simples pour que les gens comprennent. Le CO2 n'est pas une molécule diabolique, et dans la mesure où c'est une molécule de carbone, un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène, ça veut dire qu'on peut aussi l'utiliser, puisque c'est de l'énergie, donc on peut le casser. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fera de plus en plus. C'est-à-dire que demain, même votre CO2 issu du charbon, on va faire comme on fait avec le CO2 issu des voitures, comme on le fait avec le CO2 qu'on prend dans l'air, on va pouvoir le transformer demain en énergie. L'avenir appartient aux sciences. Je ne dis pas qu'il faut absolument dire vive le charbon. Je dis vive le charbon parce qu'il nous a sauvés, mais l'avenir appartient aux sciences. Il n'appartient pas à l'obscurantisme. L'avenir appartient aux lumières, à ceux qui se développent et qui savent ce qu'est l'énergie et les nécessités de développer les sources d'énergie pour obtenir l'indépendance énergétique qui est indispensable pour la puissance des nations libres. Merci beaucoup.